Ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Série Passe à l'action, épisode 3, on définit un budget réaliste et ambitieux. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va travailler son budget. Tout simplement parce que comment est-ce que vous voulez réussir à avoir une bonne stratégie immobilière si jamais vous partez sur un budget qui n'est absolument pas correspondant à ce que vous pouvez faire. En fait, le budget, c'est la clé. Je vois 1000 fois trop d'erreurs sur son estimation de budget. Des personnes qui, alors peut-être, se mettent un doigt dans l'œil et partent sur un budget trop élevé par rapport à ce qu'elles sont réellement capables de faire, soit des personnes qui, justement, seraient capables de faire bien plus et vont avancer à des vitesses d'escargot parce qu'elles mettent des tout petits budgets par rapport à ce qu'elles pourraient réellement faire parce qu'elles sont trop scolaires et qu'elles pensent que ce qui est le plus important, c'est le taux d'endettement. Alors, dans cet épisode, vous allez voir, on va travailler ça. Alors, bien sûr, si jamais vous écoutez cet épisode, j'espère que vous avez déjà écouté les 2 épisodes précédents. Dans le premier épisode, on avait parlé du fait de prendre du recul sur son projet d'investissement immobilier et de prendre aussi la confiance comme quoi on va y arriver. N'hésitez pas à aller le réécouter si jamais vous ne l'avez pas encore écouté ou si ça vous a fait du bien, parce que c'est important d'être dans son bon mindset, de se dire on va y arriver, il n'y a pas de raison, ok ? On reste positif. Deuxième épisode qu'on a vu, c'était l'épisode de jeudi dernier où je vous ai expliqué l'importance de mettre son projet immobilier au cœur de sa vie, en tout cas pour quelques mois, parce que surtout si on est débutant, qu'on n'en a pas fait déjà de rentable d'investissement, il y a un moment donné où ça va nous prendre du temps, de l'énergie, de la charge mentale, et si ça passe entre guillemets à la trappe après plusieurs autres projets que vous avez et les autres priorités, en fait, autant être clair avec soi-même et ne pas le faire du tout, plutôt que de le faire à moitié. Donc là, si jamais vous m'écoutez et que vous avez déjà écouté les 2 premiers épisodes, c'est que probablement vous avez décidé de faire de l'immobilier en mode compétition, en tout cas sur ces prochains mois. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez réécouter l'épisode précédent. Donc, maintenant, on va attaquer le fait de préparer un budget qui soit à la fois réaliste. Donc, quand je dis réaliste, c'est que vous n'allez pas vous prendre 50 portes au moment où vous allez chercher le financement bancaire, mais en même temps ambitieux parce que la taille du budget que vous allez définir va finalement impliquer directement la vitesse de croissance de votre patrimoine et donc le moment où vous allez devenir libre financièrement, le moment où vous allez pouvoir prendre votre retraite, en fait, la taille de votre patrimoine tout simplement à la fin de votre vie. Parce que le temps, il est compté. Donc, si on avance trop lentement avec des trop petits budgets, c'est mathématique. Vous n'allez pas du tout exploiter le plein potentiel que vous auriez pu exploiter. Donc, dans cet épisode, on va essayer, d'accord ? Je vais essayer dans la mesure du possible de vous faire prendre conscience du budget qui vous serait idéal. C'est aussi important parce que normalement, à ce stade, dans la démarche d'écoute de cette série, vous avez également déjà défini votre objectif de cash flow ainsi que votre objectif de remboursement de capital mensuel visé. Et si jamais on ne sait pas combien est-ce qu'on peut emprunter, on peut difficilement établir une stratégie. Donc pour moi, dans cet épisode, on va parler budget exclusivement. Vous allez voir, ça va être un épisode court, mais efficace et essentiel pour pouvoir passer à la suite et réfléchir à la stratégie dans l'épisode suivant. Donc, pour définir votre budget, moi, je vous invite à faire 3 calculs et à choisir le chiffre le plus élevé de ces 3 calculs. Ok ? Donc là, vous allez voir, on va faire 3 méthodes différentes pour décider d'un budget minimum que vous pourriez viser. Et moi, ma méthode, en tout cas, ma méthode, c'est de vous dire vraiment, en dessous de ce budget-là, il ne faudrait pas y aller.
ok ? Et on va faire 3 calculs et vous allez choisir le plus élevé de ces 3 calculs comme étant votre minimum. Donc c'est parti. Premier calcul. Alors le premier calcul, c'est un calcul hyper méga classique, c'est le fameux calcul du taux d'endettement. Alors j'ai pas envie de vous faire un épisode où je vous explique en long et en large comment est-ce qu'on calcule son taux d'endettement. Je vais faire ça très très rapidement. Alors, ce qu'il faut faire pour calculer son taux d'endettement, c'est de prendre l'ensemble des dépenses qui sont récurrentes et importantes de son foyer, c'est-à-dire des mensualités et des loyers, d'accord ? Donc c'est des engagements forts, divisé par ses revenus, que ce soit les revenus du foyer en tant que revenus du travail, c'est-à-dire salaire, rémunération, et éventuellement les revenus locatifs si vous avez déjà des revenus locatifs. Donc ça, c'est une simple division et vous savez le fameux taux d'endettement qui est de 35% officiel que l'on ne peut pas officiellement dépasser, même si vous savez très bien que beaucoup d'investisseurs le dépassent et on verra justement dans les 2 autres calculs si jamais vous pouvez le dépasser ou pas. Mais il est essentiel de maîtriser ce calcul de taux d'endettement parce que ça va vous donner une base. C'est-à-dire que si votre taux d'endettement, grâce au calcul du taux d'endettement, vous voyez que vous pouvez emprunter 300 000 euros, c'est que vous pouvez minimum emprunter 300 000 euros. Okay ? En fait, ça vous place la barre d'un minimum. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que votre banque refuse de vous prêter 300 000 euros si votre taux d'endettement vous montre que vous pouvez emprunter 300 000 tout en restant en dessous de la barre des 35%. Je vous invite vivement à utiliser ChatGPT pour faire ce calcul. Je précise donc dans les dépenses qu'il faut utiliser au numérateur de votre division, il y a les mensualités de crédit, donc peut-être la mensualité de votre résidence principale, les mensualités de vos autres investissements locatifs. Il y a également le loyer, si jamais vous êtes locataire dans votre résidence principale, on le met aussi au numérateur. Les prêts étudiants, les leasings, si jamais vous avez des crédits pour votre voiture ou des crédits conso, tout ça, ces mensualités, elles vont en haut de la division, c'est-à-dire au numérateur. Et ensuite, on va diviser tout ça par vos revenus salariés ou vos rémunérations. Si jamais vous avez des primes annuelles stables depuis 3-4 ans, vous pouvez les prendre en compte. Okay ? Ça peut se justifier si jamais vous avez un métier de commercial et que ça fait 3 ans que vous avez toujours les mêmes primes, etc., et que vous atteignez toujours vos objectifs, on peut prendre en compte ces primes. Et concernant les loyers, vous prenez uniquement 70% des loyers en location longue durée de vos revenus locatifs en tant également que revenus. Et donc tout ça, c'est au dénominateur de la division. Si jamais c'est pas clair pour vous, aidez-vous évidemment de ChatGPT qui va pouvoir vous aider. Ce sont des calculs bêtes et méchants. Je suis sûre également qu'il y a des petits sites internet qui vous proposent de faire le calcul à votre place. Bon, je vous invite à utiliser ChatGPT parce que je trouve ça quand même assez pratique pour qu'il calcule votre taux d'endettement et votre capacité d'emprunt avec cette méthode. Par contre, faites toujours attention avec ChatGPT, demandez-lui comment il a fait ses calculs et vérifiez. Parce que des fois, il part dans des délires de je ne sais quoi et il fait son calcul d'endettement méthode australienne. Et puis en fait, c'est pas du tout la méthode française. Donc vérifiez quand même que ça vous paraît crédible. Donc ça, c'est le premier calcul. Partez du principe que si votre taux d'endettement, bête et méchant, vous dit que vous pouvez emprunter 300 000 euros, c'est que c'est minimum 300 000 euros. Si à la limite, vous êtes complètement paumé sur ce calcul, vous pouvez même aller voir un banquier. Le banquier, s'il vous annonce que vous pouvez emprunter 300 000 euros, c'est que c'est minimum 300 000 euros. Il ne s'engagerait pas à quelque chose dont il n'est pas sûr que vous obtiendrez. D'accord ? Donc ça, c'est la première étape. Le deuxième calcul. Donc là, maintenant, on va aller voir, peut-être que vous n'êtes pas satisfait. Alors, peut-être que vous n'êtes pas du tout satisfait par ce premier montant que vous avez calculé. Vous dites, attends, mais non, mais c'est nul. Moi, je peux que emprunter 200 000 euros. Je pensais que j'aurais pu emprunter plus. Ça me paraît nul de faire un projet à 200 000 par rapport à votre patrimoine, par rapport à là où vous en êtes, par rapport à votre situation professionnelle. Bref, peu importe, vous dites, non, moi, je veux plus. Voilà, je veux plus. Alors, allons voir le deuxième calcul. Le deuxième calcul, c'est je vous invite à regarder votre épargne disponible. Par exemple, on fait des calculs très simples. Si vous avez 100 000 euros d'épargne disponible, je vous invite à la multiplier par 5. Et donc, 100 000 multiplié par 5, ça fait 500 000 euros. Et donc, je considère que
vous pourriez partir minimum sur un projet à 500 000 euros quand on a 100 000 euros de côté. Tout simplement parce que 100 000 euros, ça correspond à 20% d'apport pour un projet à 500 000 euros. En théorie, si jamais vous avez 20% d'apport, malgré le fait que vous soyez endetté, normalement, vous pourriez quand même continuer à emprunter cette somme. Donc ça vous donne une base pareille d'un minimum. Si, dans votre cas, vous avez 50 000 euros de côté, partez du principe que c'est 250 000 euros votre minimum. Vous faites le x5. Si jamais vous avez 200 000 euros de côté, votre minimum, c'est le million. Bref, vous avez compris. Je sais très bien, je vais faire un petit disclaimer, même si j'aurais peut-être dû le faire au début, c'est pas facile parce que là, je vous fais des conclusions hyper générales, alors qu'en réalité, c'est hyper spécifique à un cas de figure. Nous, quand on définit les budgets avec les membres de notre club, on a un formulaire de 10 pages avec plein de questions pour essayer de réfléchir au budget. Donc, voilà, là, je vous fais vraiment une simplification assez mortelle, hein, très simplifiée, mais ça vous permet de réfléchir. Donc, partez du principe qu'il faut 20% d'apport. Et si jamais vous avez 100 000 euros de côté, je suis de l'avis qu'il faut attaquer un projet à 500 000. Voilà. Ça, c'est grosso modo le calcul que vous faites. Donc, vous faites multiplier par 5, qui correspond donc à un apport de 20%. Et troisième et dernier calcul que je vous propose de faire, c'est de regarder quel est votre patrimoine net existant. Alors, c'est pas la même chose, hein, le patrimoine net existant que l'épargne disponible. Quand je dis épargne disponible, ça veut dire des liquidités que vous avez, même si c'est sur des PEA, mais en tout cas, c'est des liquidités hein, dans l'étape 2. Donc, des liquidités financières. Alors que dans l'étape 3, là, on va calculer son patrimoine net existant. Par exemple, vous avez une résidence principale qui a une valeur aujourd'hui à 600 000 euros. Okay, et il vous reste dessus 300 000 euros à rembourser. Donc là, vous avez un patrimoine net déjà sur cette résidence principale de 300 000 euros. Et peut-être que vous avez par ailleurs, je ne sais pas moi, un quart d'un petit chalet à la montagne avec vos frères et sœurs qui vaut 400 000 euros. Vous avez un quart de ce chalet, donc 100 000 euros. D'accord ? Donc là, ça fait 300 000 plus 400 000. Donc là, on est à 400 000 euros net. Voilà. Plus peut-être 100 000 euros de financier à côté. Donc en fait, votre patrimoine net, il est à 500 000 euros. Pareil, je considère que vous devriez, dans ce cas, partir au moins sur un projet à 500 000 euros. C'est-à-dire que je veux que votre investissement immobilier suivant soit au moins égal à votre patrimoine net. Sinon, franchement, honnêtement, pareil, c'est un manque d'ambition. Si votre patrimoine net, il est à 500 000 euros, parce que je le sais, il y a des personnes qui ont des patrimoines nets qui sont conséquents, qui écoutent ce podcast, je trouve ça assez ridicule d'attaquer un appartement à 100 ou 150 000 euros, alors que tu es déjà sur un patrimoine net à 500 000. C'est vraiment une question de proportion. Vous voyez, c'est que si jamais vous êtes au tout début de votre vie d'investisseur, que vous n'avez pas encore d'argent, que vous n'avez pas d'argent de côté, que vous partez de zéro, entre guillemets, à ce moment-là, très bien de partir sur un projet à 200 000, 250 000 euros. Il faut bien qu'on commence par quelque part. D'accord ? Vous choisissez bien sûr le plus gros des 3 montants qu'on a calculés, donc le montant avec votre taux d'endettement, le montant par rapport à votre épargne disponible et le montant par rapport à votre patrimoine net. Et vous prenez donc celui qui est le plus à votre avantage et c'est sur ce budget minimum que vous devez partir, selon moi. C'est une méthode assez brutale, mais qui manque de raffinement parce qu'on pourrait vraiment faire de la dentelle sur toute cette affaire de budget. Mais ça vous permet de dégrossir, ok ? De dégrossir. Je vois trop d'aberrations de personnes qui ont 50 000 euros de côté et qui font des petits projets à 100 000 euros. Tu dis, ouais, mais non, mais là, c'est dommage. C'est vraiment trop dommage. Ou des personnes qui ont des patrimoines nets déjà à 500 000 euros et puis qui attaquent sur un petit appart à 200 000. Pareil. Là, vous avancez trop bas, manque d'ambition. D'accord ? Et en fait, quand on a ces patrimoines-là, le taux d'endettement devient secondaire. Alors que si vous n'avez pas du tout de patrimoine parce que vous êtes encore dans votre début de vie d'investisseur, à ce moment-là, le taux d'endettement a plus d'importance parce que j'imagine que vous êtes peu endetté vu que vous n'avez pas encore de patrimoine. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous a fait du bien de réfléchir à ça. Je sais que c'est pas magique parce que malheureusement, c'est tout un art d'estimer le budget de quelqu'un. Je sais que dans notre club, c'est toujours Cyril qui s'occupe d'estimer tous les budgets des membres qui rentrent dans notre club
Maintenant, on a même des experts bancaires qui nous ont rejoints, qui travaillent avec nous. Donc, on étudie les dossiers de tout le monde. Mais il nous faut beaucoup de détails. Donc là, moi, ce que je peux faire uniquement dans le podcast, c'est vous faire prendre conscience d'un minimum. Et le petit bémol encore que j'apporterai, c'est que ce qui est le plus important au final, ça reste quand même votre épargne de côté. C'est-à-dire que, en général, les refus qui peuvent arriver, c'est-à-dire des refus bancaires qui existent, c'est rarement pour le taux d'endettement. C'est la plupart du temps parce qu'il y a un manque de liquidité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui parfois gagnent beaucoup d'argent, 8 000 € par mois, 10 000 € par mois, mais se retrouvent bloquées parce qu'elles n'ont que 20 000 € de côté. Alors que sur le papier, on pourrait se dire « Ah bah oui, mais en fait, tu gagnes plein d'argent, mais en fait, non, tu as 20 000 € de côté. » Donc, c'est là que les banques, elles tiquent le plus. C'est pour ça d'ailleurs que nous, dans notre club, on n'accepte pas de membres qui ont moins de 30 000 € de côté parce qu'on sait que c'est risqué d'attaquer les banques avec trop peu d'épargne. Donc, mettez vraiment un point d'honneur sur votre épargne. Prenez le temps d'épargner et c'est vraiment la clé. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve jeudi pour le prochain épisode où on va commencer à attaquer les stratégies à mettre en place. Normalement, à la fin de cet épisode, vous avez en tête un budget minimum que vous avez calculé. À vous de l'ajuster par rapport à ce que vous avez connaissance un peu des autres épisodes qu'on a pu aussi tourner sur le sujet. Vous avez votre objectif de cash flow, votre objectif de remboursement de capital. Vous avez le bon mindset grâce à l'épisode 1 et on se retrouve jeudi pour l'épisode 4 de la série. À très vite!